Bonjour, dans ce chapitre, nous allons faire le bilan de la complexification des génomes. Dans le chapitre sur la complexification des génomes, nous avons étudié deux grands mécanismes de complexification. D'une part, les transferts horizontaux de gènes, d'autre part, les endosymbioses. Tout d'abord, parlons donc des transferts horizontaux de gènes. Nous avons ici un exemple de transferts horizontaux de gènes chez les bactéries. Chez les bactéries, il peut y avoir plusieurs modes de transfert de gènes d'une bactérie à une autre. Par exemple, ici, l'ADN que j'ai symbolisé par des petits traits rouges, c'est de l'ADN qui provient d'une bactérie qui est morte et c'est de l'ADN qui est retrouvé libre dans le milieu. Eh bien, cet ADN qui est libre dans le milieu peut venir s'insérer à l'intérieur d'une autre bactérie et insérer donc son gène à l'intérieur de l'ADN d'une bactérie vivante. Donc ici, on a de l'ADN d'une bactérie ici symbolisée en rouge, une bactérie qui était rouge par exemple, qui a été transféré à la bactérie symbolisée ici en bleu. Et donc on a bien de l'ADN rouge, donc de la bactérie qui était morte, qui a été inséré dans l'ADN bleu, donc dans la bactérie 2 qui est vivante. Là, on a un transfert de gènes d'une bactérie morte à une autre bactérie. C'est ce qu'on appelle transfert horizontal. Ce transfert horizontal de gènes, donc l'ADN qui est libre dans le milieu, qui vient s'insérer dans l'ADN d'une bactérie vivante, chez les bactéries, ça s'appelle la transformation bactérienne. Il existe d'autres modes de transfert horizontaux de gènes chez les bactéries, ici la transduction. Il existe des virus capables d'infecter les bactéries. Ces virus, on les appelle des bactériophages. Ce sont des virus qui sont spécifiques, qui n'infectent que les bactéries. Eh bien, les bactériophages, les virus, lorsqu'ils infectent des bactéries, ils peuvent avoir à l'intérieur d'eux l'ADN d'une bactérie qui a été précédemment infectée. Et lorsque le virus, ici représenté en vert, contenant l'ADN rouge, donc de l'ADN qui provient d'une autre bactérie, infecte une nouvelle bactérie, ici la bactérie représentée en bleu, ce virus peut injecter l'ADN de la bactérie rouge à l'intérieur de la bactérie bleue et les gènes de la bactérie rouge se retrouvent insérés dans l'ADN de la bactérie bleue. On a bien ici encore un transfert horizontal, on a des gènes qui proviennent d'une bactérie, la bactérie que j'ai symbolisée en rouge, qui ont été transférés à une autre bactérie, la bactérie que j'ai représentée en bleu. Ce mode de transfert qui fait intervenir un virus chez les bactéries, ça s'appelle donc un transfert de gènes par transduction. Ça fait intervenir un bactériophage, ça fait intervenir un virus spécifique des bactéries. Autre mode de transfert horizontal chez les bactéries, la conjugaison. Ici, on est entre deux bactéries vivantes. La bactérie ici représentée en rouge, ce sera la bactérie donneuse, et la bactérie représentée en bleu, ce sera la bactérie receveuse. Eh bien, les bactéries vivantes peuvent établir entre elles des ponts cytoplasmiques et échanger du matériel génétique d'une bactérie à l'autre bactérie. Et ici, grâce au pont cytoplasmique que j'ai représenté, qui relie la bactérie rouge à la bactérie bleue, on a de l'ADN de la bactérie rouge qui est transféré par le pont cytoplasmique à la bactérie bleue. Et à la fin, on se retrouve avec la bactérie bleue qui, dans son ADN, a un morceau d'ADN qui provient d'une autre bactérie. C'est également un transfert horizontal. Ce mode de transfert horizontal entre deux bactéries vivantes qui fait intervenir un pont cytoplasmique, c'est le mode que l'on appelle la conjugaison. Donc ces trois exemples chez les bactéries de transformation, de transduction et de conjugaison sont des exemples où un gène va être transféré d'une bactérie à une autre bactérie. C'est ce qu'on appelle des transferts horizontaux, à la différence des transferts verticaux qui font intervenir la reproduction. L'ADN du père, l'ADN de la mère et la reproduction donnent à la descendance un mélange d'ADN du père et d'ADN de la mère. C'est les transferts verticaux, c'est la reproduction, c'est l'hérédité. Ici, on est dans le cas de transferts horizontaux, puisque l'ADN est transféré sans intervention de la reproduction. Il n'est pas transféré aux descendants, il est transféré entre les êtres vivants. C'est ce qu'on appelle donc les transferts horizontaux, et on en a vu trois exemples chez les bactéries: transformation, transduction et conjugaison. Les transferts horizontaux ne concernent pas que les bactéries, on les retrouve dans tout le monde vivant. Par exemple, chez l'espèce humaine, 8% de notre génome provient de transferts par un virus, des transferts par voie virale. Par exemple, le gène de la syncytine qui intervient dans la formation du placenta chez certains primates et notamment chez l'humain, c'est un gène qui a une origine virale. C'est grâce à un virus qu'on a récupéré le gène de la syncytine qui, lorsqu'il s'exprime, permet de participer à la formation du placenta. Donc 8% des gènes de l'humain sont d'origine virale, sont donc à l'origine de transferts
horizontaux. Et il n'y a pas que les humains qui sont évidemment concernés par ces transferts horizontaux. On retrouve ça dans l'évolution, dans tout le monde vivant. Et ces transferts horizontaux de gènes d'espèces à d'autres espèces participent grandement à diversifier le vivant, à complexifier les génomes et donc à l'évolution. La capacité donc des bactéries ou de tous les êtres vivants à recevoir des gènes d'une espèce à une autre, d'un individu à un autre, les transferts horizontaux, ça a également des conséquences pour la santé humaine. Par exemple, les humains peuvent utiliser cette capacité de transférer des gènes d'un organisme à un autre dans la transgénèse, c'est-à-dire la conception d'organismes génétiquement modifiés. Nous avons vu en cours l'exemple des médicaments, notamment la production de l'insuline qui fait intervenir la transgénèse. Aujourd'hui, lorsqu'on veut fabriquer de l'insuline, on transfère un gène humain, donc le gène qui permet la production de l'insuline, on le transfère à des bactéries, donc on fait un transfert horizontal d'un gène humain vers les bactéries, et les bactéries retrouvent donc à l'intérieur de leur ADN le gène qui permet de produire l'insuline, et les bactéries se mettent à produire l'insuline, et donc à produire un médicament pour les diabétiques. Donc ça, c'est la transgénèse qui exploite le transfert horizontal, ici d'un gène humain vers une bactérie, pour produire des médicaments. Ça peut avoir également des conséquences très néfastes pour la santé humaine, notamment concernant l'antibiorésistance. Certaines bactéries sont résistantes aux antibiotiques, d'autres ne sont pas résistantes aux antibiotiques. Et les bactéries résistantes peuvent transférer par conjugaison, par exemple, leur gène de la résistance à d'autres bactéries qui étaient des bactéries sensibles aux antibiotiques. Et les bactéries qui récupèrent ce gène de la résistance aux antibiotiques deviennent à leur tour résistantes aux antibiotiques. Ce qui fait que par propagation de ce gène de la résistance aux antibiotiques, on se retrouve avec une population de bactéries qui est de plus en plus résistante aux antibiotiques, ce qui rend certains antibiotiques inefficaces et qui est un vrai problème de santé publique. Donc voilà pour ce qui est des transferts horizontaux. En cours, nous avons vu un autre exemple de complexification des génomes, l'exemple des endosymbioses. Les endosymbioses, c'est ce qui va permettre d'expliquer pourquoi aujourd'hui les cellules animales possèdent des organites que l'on appelle des mitochondries qui sont capables de réaliser la respiration cellulaire et pourquoi les cellules végétales possèdent à la fois des mitochondries capables de réaliser la respiration cellulaire mais également des chloroplastes capables de réaliser la photosynthèse. Eh bien, la théorie endosymbiotique, c'est une théorie qui nous dit que ces organites, les mitochondries et les chloroplastes chez les cellules végétales ou les mitochondries chez les cellules animales, sont des organites qui proviennent à l'origine d'une endosymbiose de bactéries. Au départ, nous avions une cellule eucaryote primitive qui possédait un noyau et qui possédait un cytoplasme, qui avait un métabolisme basé sur la glycolyse et la fermentation, mais qui n'était ni capable de réaliser la respiration cellulaire, ni capable de réaliser la photosynthèse. C'était une cellule eucaryote puisqu'on voit qu'elle possède un noyau. Cette cellule eucaryote primitive, elle vivait il y a environ 3,5 milliards d'années. Et à l'époque, vivaient également dans l'environnement des bactéries, ici que j'ai symbolisées en rouge, qui étaient capables de réaliser la respiration cellulaire. Et vivaient également des bactéries que j'ai symbolisées ici en vert, qui étaient capables de réaliser la photosynthèse. Eh bien, il y a 2 milliards d'années, une bactérie capable de réaliser la respiration a été absorbée par une cellule eucaryote primitive, c'est ce qu'on appelle une endocytose. Endo à l'intérieur, cytose de la cellule. La bactérie rouge capable de réaliser la respiration s'est retrouvée avalée, phagocytée, endocytée par une cellule eucaryote. Et on s'est retrouvé avec une cellule qui contenait la bactérie capable de réaliser la respiration. Cette bactérie capable de réaliser la respiration, elle a rendu service à la cellule eucaryote puisque la cellule eucaryote a acquis la capacité de réaliser la respiration. S'en est suivi donc une symbiose entre la bactérie capable de réaliser la respiration et la cellule eucaryote. On parle d'endosymbiose puisque c'est une symbiose à l'intérieur d'une cellule. Et c'est ça qui aurait donné les organites que l'on appelle les mitochondries. Donc les mitochondries qu'on retrouve actuellement dans les cellules animales, chez l'homme par exemple, sont des organites qui initialement étaient des bactéries qui étaient libres dans l'environnement et qui étaient capables de réaliser la respiration, qui il y a 2 milliards d'années ont été endocytées par une cellule eucaryote primitive, puis qui ont vécu en symbiose à l'intérieur de la cellule eucaryote, une endosymbiose, ce qui donne aux cellules animales la capacité de réaliser la respiration cellulaire aujourd'hui. Pour les cellules végétales, il y a une étape supplémentaire puisque les cellules végétales non seulement possèdent des mitochondries, mais possèdent également des chloroplastes. Eh bien, il y a 1,5 milliard d'années, une cellule eucaryote qui avait déjà endocyté une mitochondrie
enfin une bactérie capable de réaliser la respiration, à endocyter une bactérie capable de réaliser la photosynthèse. Cette bactérie capable de réaliser la photosynthèse, c'est ce qui est à l'origine des chloroplastes actuels et qui permet aux cellules eucaryotes végétales de réaliser la photosynthèse. Voilà pour la théorie endosymbiotique, et cette théorie nous montre aussi un exemple de complexification des génomes, puisqu'on avait ici un génome qui était uniquement contenu dans le noyau, et à la fin on se retrouve avec des cellules végétales et des cellules animales qui ont un génome complexifié, puisque le génome est non seulement contenu dans le noyau, mais également dans les mitochondries, donc le génome s'est complexifié. Pareil pour les cellules végétales, avec un génome dans le noyau, un génome dans les mitochondries et un génome dans les chloroplastes. Voilà donc pour ces deux grands exemples de complexification des génomes. D'une part, les transferts horizontaux et d'autre part, les endosymbioses. Merci.